Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter une petite étude que nous avons menée avec François à une époque où j'étais prévisionniste de crues. Merci. Je vais repartir d'une question un peu basique qui est: que recherche un prévisionniste de crues? En tout cas, quand j'étais en poste, eh bien, ça cherche de bonnes prévisions de crues. Alors, au-delà de cette formule un peu lapidaire, qu'est-ce que ça veut dire? Flavien l'a dit très bien dans l'une de ses premières diapos. Nous, on va s'intéresser à des événements rares, même si en pratique, on acquiert et on conserve la confiance de nos donneurs d'ordre, des gestionnaires de crise sur des crues fréquentes. Ce qui est important pour nous, finalement, le Graal, c'est d'être bon le jour où la crue va faire mal, et donc sur les événements les plus forts. Et donc, en fait, en général, on est en extrapolation. Et puis bonne, alors là aussi, Flavien a déjà tout dit, merci à toi. On aimerait des prévisions qui soient précises, mais on a vu que dans certains cas, le modèle, et en particulier GRP, n'est pas si précis que ça, et donc on part plutôt sur des prévisions probabilistes, et on va rechercher en premier lieu des prévisions qui sont fiables, c'est-à-dire des prévisions dans lesquelles les gens peuvent avoir confiance. Du coup, cette formule un peu bêta de bonne prévision en crue revient à se poser la question d'évaluer la fiabilité des prévisions probabilistes en extrapolation. Et alors pour ça, donc on utilise en général GRP dans les services de prévision des crues ou quelques autres modèles. Et quand c'est GRP, on utilise le module Otamine qui a été développé par François dans le cadre de sa thèse pour aller évaluer les incertitudes de prévision. Alors c'est un module, c'est une approche empirique qui vise à décrire la distribution de l'erreur prédictive, mais en le faisant par strate de débit prévu, parce que vous le voyez, le nuage de points, il n'est pas uniforme sur l'ensemble des débits prévus. Donc en fait, il y a un certain nombre de strates sur lequel, pour chaque strate, on va décrire la distribution empirique. Donc c'est non paramétrique, mais en revanche, ça impose une phase d'apprentissage qui, en l'occurrence, est faite sur des simulations, des prévisions même plutôt, faites sur des plus connus pour bien concentrer l'incertitude sur la connaissance de l'incertitude sur le modèle hydrologique. Et du coup, ça va poser une question embêtante, c'est si on se met en extrapolation, du coup, on est dans la dernière strate, qui est beaucoup plus grande que les autres strates par définition, et qui pourra aller jusqu'à plus l'infini en théorie. Et là, on n'a pas grand-chose qui nous garantit que notre modèle, finalement, d'incertitude, qui est un modèle constant, reste valable reste valable pour les plus grosses crues. Et donc, c'est le problème de l'hétérocédasticité qui a été évoqué par Paul tout à l'heure, ce qui nous amène à utiliser une transformation de variable pour stabiliser le comportement de l'erreur. Tout à l'heure, Paul utilisait une racine carrée dans son critère. Et nous, on va utiliser donc une transformation donc G on va passer d'une erreur additive classique entre guillemets à epsilon prime en utilisant la transformation G. Alors classiquement, on utilise soit une transformation log, qui est une transformation en fait non paramétrique et qui revient à dire que l'erreur multiplicative est constante. On peut aussi utiliser des transformations paramétriques. Ici en rouge, j'ai mis le nombre de paramètres. Soit la transformation de Box-Cox, qui est une transformation, je dirais, classique, elle a plusieurs dizaines d'années, à un paramètre, ou encore la transformation log-sinage, qui est une transformation qui a été introduite, en tout cas en hydrologie, il y a quelques années par des équipes australiennes. Alors, à gauche, vous avez la représentation de l'impact de la transformation, donc sur un modèle d'erreur constant, du coup, c'est-à-dire indépendant du débit prévu. Du coup, en vert en haut, pas de transformation, vous avez toujours la même fourchette d'incertitude, quel que soit le débit prévu. Si vous utilisez une transformation log, plus l'erreur est, plus le débit prévu est fort, plus la fourchette d'incertitude qui sera renvoyée est importante, puisqu'on est sur en fait une erreur multiplicative constante. Et puis pour les transformations Box-Cox et log-sin-H, je n'ai pas représenté le champ des possibles, mais globalement, on peut dire que Box-Cox comme log-sin-H sont souvent intermédiaires entre le modèle d'erreur additive et le modèle d'erreur multiplicative.
Du coup, donc maintenant, une fois que j'ai parlé de la question de la fiabilité, je vais passer sur l'extrapolation. Il y a eu plusieurs présentations ce matin, donc je vais m'appuyer sur elles. Généralement, on fait un split sample test classique avec, par exemple, comme Thibaut, on découpe la période de données en deux, on fait un calage sur la première sous-période, le contrôle sur l'autre et on inverse. En ce qui nous concerne, on va être obligé de faire un split sample test différentiel qui était déjà dans le papier de Clémèche en 86 et qui, en ce qui nous concerne, vu qu'on s'intéresse à l'extrapolation, va consister à faire le calage sur des débits plutôt faibles, relativement, et puis le contrôle sur des débits supérieurs. Alors, en pratique, on va faire ça, mais de manière un peu plus compliquée parce qu'on va avoir à faire l'apprentissage de Tanin, la période d'apprentissage dont je vous parlais, plus le calage de la fonction de la transformation de variable, quand elle est paramétrique. Et du coup, on va faire en deux étapes. En gros, on va avoir sur la partie rouge l'apprentissage, donc les données qui sont de la partie rouge, donc l'axe des abscisses, c'est la transformation près, ce sont les débits prévus. Donc sur les débits prévus les plus faibles, toujours relativement, on va faire l'apprentissage de Tamine. On va, sur cette base, caler notre fonction, notre transformation de variable, sur des données supérieures, donc ici en bleu. Et dans un deuxième temps, on va faire le contrôle sur des données qui sont, du point de vue de l'apprentissage et du calage, en extrapolation. Alors là, c'est la même chose représentée de manière peut-être plus parlante. En rouge, l'apprentissage. En bleu, alors pour être précis, en bleu vif, le calage. Et finalement, le contrôle de la fiabilité de nos prévisions sur les pointes de crue les plus élevées, donc ici en vert. Alors, ce travail a été mené, comme c'est une étude antonienne, ce travail a été mené sur quelques dizaines de bassins versants. J'ai presque honte parce qu'on n'en a pas beaucoup finalement, François, mais on n'avait pas énormément de données à disposition. Et on va utiliser en gros deux critères d'évaluation qui sont en fait l'un procédant de l'autre. Donc, le diagramme PIT, qui représente en abscisse les quantiles de distribution prédictive et en ordonnée, entre guillemets, le contrôle, à savoir la fréquence d'apparition des observations. Donc, techniquement, une prévision qui est parfaitement fiable, c'est une prévision qui ressemble à celle du centre et qui suit la bissectrice. Si vos prévisions sont globalement surdispersées, alors vous aurez une forme de S plus ou moins marquée, et si c'est sous-dispersif, à l'inverse, vous avez l'autre forme, la forme parallèle. Et puis, on peut avoir d'autres comportements, notamment quand c'est biaisé, je vous montrerai. Et puis, on va utiliser un critère numérique qui synthétise cette information, qui est l'index alpha, qui a été introduit par Benjamin Renard il y a une dizaine d'années, et qui correspond à 1 moins l'air sous la courbe l'air qui est entre la courbe et la bissectrice. Donc techniquement, quand les prévisions sont parfaitement fiables, alpha est égal à 1. Alors, maintenant, je vais venir sur quelques résultats. Alors, et d'abord un résultat qui n'étonnera pas grand monde ici. Quand on se place au calage, les transformations qui sont paramétriques permettent de mieux stabiliser la distribution prédictive, c'est-à-dire que le modèle réussit à trouver des valeurs qui permettent d'approcher une fiabilité, alors pas parfaite, mais en tout cas supérieure. Donc, dans les couleurs ici, ce qu'il faut repérer, parce que je vais les utiliser plusieurs fois, en vert, donc le premier vert canard, c'est pas de transformation. On voit que apporter une transformation apporte apporte un vrai gain en fiabilité. Et ensuite, on voit que les boîtes à moustaches qui sont grisées et qui correspondent à celles qui sont paramétrisées, eh bien, sont un peu meilleures que les autres, donc la log et la boxcox sur laquelle on a fixé arbitrairement un paramètre à une valeur classiquement utilisée. Au contrôle, c'est moins drôle. Alors, on observe que dans certains cas, par exemple sur le terrain, qui n'est pas une rivière hyper rapide,
Globalement, les transformations permettent de se rapprocher grandement de la bissectrice. À nouveau, en vert, c'est quand il n'y a pas de transformation. Ok, merci. Donc après, on observe sur d'autres cours d'eau que on est quand même beaucoup plus loin, sauf pour certaines transformations. Et puis, on peut avoir des cas franchement mauvais, comme ici sur la Meux, où on a un fort biais, ou bien sur la, où on a une forte sous-dispersion. Donc, au-delà de ces quelques exemples, si on regarde en termes de résultats globaux, ce qu'on observe, alors on peut voir deux choses, l'une positive, l'autre moins enthousiasmante. Le fait d'utiliser une transformation permet toujours d'avoir un vrai gain en fiabilité, quel que soit l'horizon de prévision qu'on a considéré. En revanche, les transformations de variables qui sont paramétriques n'apportent plus de gain, à la différence de ce qui se passait au calage. Et ce qu'on observe également et qui ne fait pas rêver les prévisionnistes de crue, c'est qu'on est meilleur à représenter finalement le quantile bas, qui n'est pas le quantile qui va nous passionner le plus en prévision de crue, que le quantile haut, enfin que les quantiles élevés, donc ici par exemple le Q90, qui est souvent une information clé pour la suite des opérations en prévision de crue. Et c'est un résultat qui est extrêmement classique. Voilà, donc j'en ai terminé. Pour nous résumer, donc employer une transformation nous permet d'améliorer assez significativement la fiabilité, même quand on est en extrapolation. Donc il y a un vrai gain, même en extrapolation significative, pardon, il y a un vrai gain à le faire. Malgré tout, on n'échappe pas au fait qu'on a, quand on travaille en extrapolation, une perte qui est non négligeable de la fiabilité, comme on a d'ailleurs une perte non négligeable de la précision et des autres critères. Et enfin, le fait d'utiliser des transformations paramétriques qui sont assez séduisantes et qui ont donné des vrais résultats, notamment en étiage en Australie, eh bien, ne permet pas d'obtenir des résultats franchement meilleurs que les transformations non paramétrisées, soit la transformation log, soit la transformation de Box-Cox avec, je me suis trompé, excusez-moi, c'est lambda égale 0,2 et non pas 2, qui est une valeur classiquement utilisée. Et enfin, je finirai sur un message qui est un cri du cœur de prévisionniste, c'est de demander à ce qu'on évalue les modèles de prévision avec des critères qui sont vraiment adaptés et surtout des contextes qui correspondent à notre utilisation quand on est en service opérationnel. Et si vous voulez plus d'infos, il y a quelques résultats supplémentaires dans le papier que nous avions sorti avec François et quelques autres auteurs. Merci.